Au cœur d'un incendie apocalyptique qui dévore un zoo, une gardienne et un enfant perdu sont piégés, sans aucune issue. Dans un acte de désespoir absolu, elle prend une décision impensable. Libérer Kaiser, un immense loup gris, l'animal le plus sauvage et le plus dangereux du parc. Elle s'attend à la mort, mais ce qui va suivre est un miracle de l'instinct et de la survie, une histoire incroyable de confiance entre l'homme et la nature face à l'enfer. Si vous aimez les récits de survie et de liens incroyables, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci. La journée du 14 août s'était levée comme une promesse fragile sous un ciel d'un bleu laiteux, déjà alourdi par une humidité quasi tropicale. La chaleur, même à l'aube, s'accrochait à la peau, une chape invisible qui annonçait une fournaise à venir. Pour Élise, la journée avait commencé bien avant que les premiers visiteurs ne franchissent les portes du parc zoologique de la vallée du Pin. Sa routine était une chorégraphie immuable, un dialogue silencieux avec le monde qu'elle avait choisi. D'abord, il y eut le bruit familier de son vieux Land Rover sur le chemin de terre, un son qui faisait lever la tête des Nyalas dans le premier grand enclos. Puis, le café fort partagé avec l'équipe de nuit, échangeant des nouvelles sur la santé des animaux, une toux suspecte chez le vieux tapir, la naissance de 3 bébés fennecs, la nervosité persistante du jaguar mâle. Chaque information était une pièce du puzzle complexe qu'elle assemblait chaque jour. Sa première visite fut pour les gorilles. Assise en tailleur à une distance respectueuse, elle observa le patriarche, Winston, dont le regard intelligent et l'assemblée portaient toute la sagesse et la mélancolie du monde. Elle ne lui parlait pas avec des mots, mais avec sa présence, une immobilité calme qui signifiait « Je suis là. Tout va bien ». Elle passa ensuite 1 heure dans la moiteur du vivarium, une cathédrale de verre et de verdure. Elle vérifia méticuleusement la température et l'hygrométrie de chaque terrarium, s'assurant que les anacondas, les pythons et les iguanes, ces reliques d'un autre âge, évoluaient dans des conditions optimales. Elle s'attarda devant le nouvel enclos des dendrobates, ces minuscules grenouilles aux couleurs de joyaux, s'émerveillant de leur beauté toxique. C'était un monde de détails, de patience infinie, un monde où chaque vie, même la plus petite, avait une importance capitale. C'est en sortant du vivarium qu'elle le sentit pour la première fois. Une odeur. Subtile, étrangère. Une note acre, sèche, de bois consumé, qui se superposait au parfum habituel de terre humide, de foin et d'animaux. Elle leva les yeux vers le ciel, mais ne vit rien d'anormal, si ce n'est cette teinte légèrement ocre à l'extrême ouest, un voile presque imperceptible. Elle haussa les épaules, mettant cela sur le compte d'un feu de broussailles lointain, un événement banal en cette saison de sécheresse. Mais l'odeur persista, et avec elle, une anxiété sourde commença à s'installer. Les animaux le sentirent aussi. Les suricates, habituellement si vifs, restaient immobiles, dressés sur leurs pattes arrière, le museau pointé vers l'ouest. Les oiseaux de la grande volière, d'ordinaire un orchestre cacophonique, se turent. Un silence étrange, pesant, s'abattit sur le zoo, un silence qui n'était pas celui de la paix, mais de l'appréhension. Vers midi, le ciel avait perdu sa clarté. Un voile de fumée grisâtre filtrait la lumière du soleil, baignant le parc dans une lueur irréelle, orangée et maladive. La radio, dans le bureau du personnel, crachait des informations de plus en plus alarmantes. L'incendie du col du Faucon, que l'on croyait maîtrisé, avait repris avec une violence inouïe, attisé par des vents erratiques. Il avait déjà traversé 2 comtés et se dirigeait maintenant vers la vallée. Les premières sirènes se firent entendre, un son lointain et lugubre qui se rapprochait inexorablement. L'ordre d'évacuation tomba à 13h45. Ce fut le début du chaos. Les familles, surprises en plein pique-nique ou au milieu d'une visite, se précipitèrent vers la sortie, un flot de panique et d'incompréhension. Le personnel, bien que formé à ce genre de situation, était dépassé par l'ampleur de la catastrophe. C'est au milieu de ce tumulte, alors que les premières cendres chaudes commençaient à pleuvoir, qu'une jeune femme, le visage défiguré par l'angoisse, s'agrippa au bras d'Élise, ses ongles s'enfonçant dans sa chair. « Mon fils, Léo, je l'ai perdu. Il a lâché ma main, il y a juste 1 minute. Il voulait absolument voir les loups avant de partir. Il doit être par là. » Les mots frappèrent Élise avec la force d'un projectile. Un enfant, perdu, quelque part dans ce paradis qui était sur le point de se transformer en un enfer de flammes. La transformation de la menace en cataclysme fut instantanée. Ce ne fut pas une progression, mais une détonation. Une rafale de vent d'une violence inouïe, un souffle surchauffé et rugissant, balaya la vallée. Avec elle, une pluie de débris enflammés, de feuilles et de branches transformées en projectiles incandescents, s'abattit sur la forêt qui bordait le zoo. Le feu, qui n'était qu'une lueur menaçante à l'horizon, sauta les 6 voies de l'autoroute avec une facilité déconcertante, comme un prédateur bondissant sur sa proie. La lisière des arbres, asséchée par des semaines de canicule, s'embrasa en une seule et immense explosion. Un mur de flammes de 50 mètres de haut se dressa en quelques secondes,
Un tsunami de feu qui déferla avec un grondement assourdissant, un son si puissant qu'il faisait vibrer le sol et les organes. La seule voie d'accès, la seule échappatoire, venait d'être scellée par une fournaise infranchissable. Le zoo était devenu une prison de feu. La panique, déjà palpable, se mua en une terreur primale. Les derniers visiteurs, pris au piège, hurlaient, couraient en tous sens, cherchant une issue qui n'existait plus. Élise, elle, était animée par une seule pensée, une seule mission qui éclipsait sa propre peur, trouver Léo. Elle se lança à contre-courant de la foule affolée, s'enfonçant plus profondément dans le parc qui se métamorphosait sous ses yeux. La fumée était devenue un brouillard opaque et toxique, une purée de cendres et de gaz qui brûlait les yeux et les poumons. La visibilité était quasi nulle. Elle naviguait à l'instinct, se repérant aux formes fantomatiques des enclos et des bâtiments qu'elle connaissait par cœur. La chaleur était une agression physique, une présence solide qui semblait vouloir faire fondre la peau. La peinture des panneaux de signalisation cloquait et se décollait, les structures en plastique des aires de jeu commençaient à se tordre et à fondre. Elle cria le nom de Léo, sa voix rauque et faible, presque aussitôt absorbée par le vacarme ambiant. Elle passa en courant devant la plaine africaine. Les zèbres, les gnous et les antilopes galopaient en une masse affolée, percutant les épaisses clôtures dans une vaine tentative de fuite. Leur hennissement et leur beuglement de terreur étaient déchirants. Plus loin, la grande volière était un spectacle d'apocalypse. Le filet en polymère avait fondu par endroits, libérant des centaines d'oiseaux exotiques qui s'envolaient en une nuée de couleurs vives avant d'être happés par la fumée et de retomber, inertes. Le toit du restaurant, une magnifique structure en bois et en chaume, s'effondra dans un geyser d'étincelles et de flammes. Elle le trouva enfin. Une petite silhouette recroquevillée au pied de la grande paroi rocheuse de l'enclos des loups, là où sa mère l'avait vu pour la dernière fois. Il était prostré, les mains sur la tête, son petit corps secoué de spasmes de terreur. Elle le prit dans ses bras, le serra contre elle, lui murmurant des paroles de réconfort qui sonnaient creux à ses propres oreilles. Mais en se relevant, elle comprit l'étendue de leur désespoir. Le feu n'était plus seulement devant eux. Il les avait encerclés. Des langues de flammes, progressant à une vitesse terrifiante, remontaient les allées est et ouest. Le pont suspendu qui menait au secteur asiatique était déjà une carcasse enflammée. Ils étaient au centre d'un cercle de feu qui se resserrait à chaque seconde. Il n'y avait plus d'issue, plus d'échappatoire. L'air était devenu si chaud et si vicié qu'il était presque impossible de respirer. Les cris des animaux, tout autour d'eux, étaient devenus des hurlements d'agonie. Élise sentit le poids écrasant de la responsabilité. La vie de cet enfant reposait entièrement sur elle. Et elle ne voyait aucun moyen de le sauver. Poussée par une adrénaline pure qui transcendait la peur, Élise se mit à courir. Il n'y avait plus de logique, plus de plan. Seulement un instinct de survie primaire qui lui dictait de s'éloigner des flammes les plus proches, de gagner quelques précieuses secondes. Elle serra Léo contre sa poitrine, protégeant son visage de la chaleur radiante, et se dirigea vers la seule direction qui semblait encore relativement épargnée, les confins du parc, là où se trouvaient les enclos de quarantaine et les structures de haute sécurité. C'était une course désespérée à travers un paysage de fin du monde. Des branches enflammées tombaient des arbres comme des météores, s'écrasant autour d'eux dans un crépitement sinistre. La fumée était si dense qu'elle devait parfois fermer les yeux et avancer à l'aveugle, se fiant à sa connaissance intime du terrain. Son esprit était un maelstrom de pensées chaotiques. Des fragments de sa formation sur les procédures d'urgence lui revenaient, absurdes et dérisoires face à la réalité de la catastrophe. En cas d'incendie, localisez l'extincteur le plus proche. En cas d'évasion d'un animal dangereux, ne tentez pas d'intervenir et mettez-vous à l'abri. Des phrases vides de sens dans un monde qui s'effondrait. Elle arriva enfin, à bout de souffle, les poumons en feu, devant la dernière enceinte, la plus grande, la plus solide, la plus redoutée, l'enclos de Kaiser. C'était une véritable forteresse de béton et d'acier, conçue pour contenir la puissance indomptable de son unique occupant. Kaiser, le grand loup gris du Mackenzie. Il n'était pas un animal de zoo ordinaire. Il était un morceau de nature sauvage, un roi en exil. Capturé des années auparavant dans le Grand Nord canadien après que sa patte eût été prise dans un piège de braconnier, il n'avait jamais été apprivoisé. Il avait gardé en lui toute la fierté, toute la méfiance, toute la force de ses ancêtres. Son regard doré, intelligent et pénétrant, ne laissait jamais transparaître la moindre trace de soumission. Élise était la seule humaine qu'il tolérait à proximité, une familiarité née de milliers de repas servis et d'heures passées à simplement s'asseoir près de sa clôture, dans un silence respectueux. Mais il y avait toujours eu entre eux une barrière invisible, celle qui sépare le monde des hommes du monde sauvage. Elle le vit à travers les épais barreaux d'acier. Il ne courait pas en cercle paniqué comme les autres animaux. Il se tenait au centre de son territoire, immobile,
sa silhouette massive se découpant sur le fond orangé des flammes qui dévoraient la colline derrière lui. Il observait le feu, non pas avec peur, mais avec une sorte de concentration intense, comme s'il évaluait un adversaire. Et Élise comprit qu'il était condamné. Il allait mourir ici, piégé dans sa forteresse, consumé par un ennemi qu'il ne pouvait ni combattre ni fuir. L'image de cette mort lente et atroce fut une torture pour elle. C'est à cet instant, au plus profond de son désespoir, que l'idée germa. Une pensée si folle, si hérétique, si contraire à toutes les règles et à toute sa formation, qu'elle la rejeta d'abord comme un symptôme de l'asphyxie. Ouvrir la cage. Le protocole, la logique, l'instinct de conservation hurlaient non. Mais la vision du petit corps de Léo, tremblant et impuissant dans ses bras, et la certitude de leur propre mort imminente, hurlèrent plus fort. Kaiser allait mourir. Ils allaient mourir. Mais lui, il était de ce monde. Ses ancêtres avaient survécu à des incendies, à des ères glaciaires. Son instinct était une carte de survie vieille de dizaines de milliers d'années, une carte que l'homme avait perdue. C'était un pari insensé. Un acte de foi absolu. Le risque était immense. Il pouvait les tuer en une fraction de seconde. Il pouvait s'enfuir et les abandonner à leur sort. Mais c'était une chance. Une seule et unique chance. Elle posa Léo à terre, lui ordonnant d'une voix qu'elle ne reconnut pas de rester contre le mur. Elle s'approcha du boîtier de commande manuel de la porte. Ses mains tremblaient si fort qu'elle eut du mal à insérer la clé de sécurité. En tournant cette clé, elle n'allait pas seulement libérer un animal dangereux. Elle allait briser le pacte qui la liait à la civilisation, et confier leur destin à la nature la plus sauvage et la plus imprévisible. Le son du lourd mécanisme de déverrouillage fut un claquement sec et brutal, un son sacrilège qui déchira le rugissement continu de l'incendie. La porte d'acier, épaisse de 10 centimètres, commença à glisser sur ses rails avec une lenteur angoissante, un grincement de métal torturé qui semblait protester contre cet acte insensé. Une ouverture sombre, un rectangle de vide menaçant, apparut. Élise recula d'un pas, tirant Léo derrière elle, son corps formant un bouclier dérisoire. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. Chaque seconde d'attente était une éternité de terreur. Elle s'attendait à une charge foudroyante, à l'explosion de 100 kilos de muscles et de fureur retenus trop longtemps captifs. Mais l'explosion ne vint pas. Kaiser apparut dans l'encadrement, non pas comme une furie, mais comme une apparition. Il sortit de l'ombre avec une démarche lente, fluide et silencieuse, une démarche de prédateur qui ne craint rien. Sa présence physique était stupéfiante. Il était plus grand, plus puissant qu'elle ne l'avait jamais perçu à travers les barreaux. Sa fourrure épaisse, couleur de cendre et d'orage, ondulait sur ses muscles puissants. La lueur vacillante des flammes environnantes dansait sur son pelage, y allumant des reflets cuivrés. Il s'arrêta juste sur le seuil, une patte dans son enclos, une patte dans le monde extérieur. Il leva sa tête massive, ses naseaux se dilatant pour humer l'air, pour lire la saga de feu et de mort écrite dans le vent. Ses oreilles pivotaient, captant chaque son, du crépitement des braises au souffle haletant d'Élise. Puis, sa tête se tourna lentement vers eux, et ses yeux se posèrent sur la femme et l'enfant. Ce n'était pas le regard vide et paniqué des autres animaux. C'était un regard d'une intelligence perçante, presque ancestrale. Un regard qui semblait voir au-delà de leur peur, au plus profond de leur être. Il les évalua, non pas comme des proies, mais comme des éléments inattendus dans une équation de survie complexe. Il n'y avait ni colère ni agressivité dans son regard, mais une intense concentration, une lucidité glaçante. Le temps sembla se figer. Le monde se réduisit à cette confrontation silencieuse entre trois êtres au bord de l'abîme. Puis, le loup détourna son regard d'eux pour le porter vers la forêt en feu, vers un point précis où un étroit sentier, presque invisible pour un œil humain, semblait s'enfoncer dans le chaos. Il laissa échapper un son bas et guttural, un grondement qui ne venait pas de sa gorge, mais de sa poitrine, une vibration profonde qui n'était pas une menace, mais une communication. Un appel. Un ordre. Il fit un pas dans cette direction, puis se retourna, ses yeux se fixant à nouveau dans ceux d'Élise. L'invitation était là, muette, mais d'une clarté absolue. « Suivez-moi ou mourrez ». C'était de la folie pure. Un acte de foi aveugle. Mais dans les yeux de ce loup, Élise ne vit plus un prédateur. Elle vit un guide. Une intelligence sauvage qui comprenait cet apocalypse d'une manière qu'elle ne pourrait jamais espérer. Elle sentit la petite main de Léo se serrer plus fort dans la sienne. Elle lui jeta un regard, puis reporta son attention sur le loup. Sa décision était prise. Elle fit le premier pas pour suivre l'esprit de la forêt dans le cœur du brasier. 5. Le sentier oublié. Le chemin que Kaiser emprunta n'était pas un sentier, mais un secret. Une trace à peine perceptible dans le sous-bois, une ligne de passage invisible pour quiconque ne possédait pas la connaissance intime et ancestrale de cette forêt. S'y engager,
s'était plongée dans un autre monde, un tunnel de fumée et de chaleur où la réalité se déformait. La fumée était un brouillard épais et âcre qui les rendait presque aveugles, ne leur laissant comme seul guide que la silhouette fantomatique du loup qui se déplaçait avec une assurance déconcertante. L'air était une torture pour les poumons, un mélange de gaz toxiques et de particules de suie qui transformait chaque inspiration en une quinte de tout douloureuse. Ils avançaient dans un paysage de cauchemar, un décor monochrome où le noir des troncs calcinés se découpait sur le fond rougeoyant des brasiers. Le sol était un tapis de cendres chaudes qui s'infiltraient dans leurs chaussures, et le silence de la forêt avait été remplacé par un vacarme assourdissant, le rugissement du feu, le craquement sinistre des arbres qui se brisaient comme des os, et le sifflement de la sève qui bouillait sous l'écorce. Le sentier était parsemé d'obstacles mortels. D'énormes branches enflammées se détachaient des arbres sans avertissement, s'écrasant autour d'eux dans une pluie d'étincelles. Ils durent franchir un petit ravin en équilibre sur un tronc à moitié consumé, le vide rempli de fumée en dessous d'eux. Plus loin, un chêne centenaire, un des joyaux du parc, s'effondra juste devant eux dans un fracas apocalyptique, leur barrant le passage et projetant une vague de chaleur si intense qu'elle les força à se jeter au sol. Élise crut que c'était la fin, qu'ils étaient piégés. Mais Kaiser, sans la moindre trace de panique, se détourna et trouva une autre voie, se faufilant à travers un chaos de rochers et de racines incandescentes avec une agilité déconcertante. Élise, malgré l'épuisement et la terreur, observait et comprenait. Le loup ne se contentait pas de fuir. Il naviguait. Ses sens, aiguisés par des milliers d'années d'évolution, lui permettaient de lire le feu, d'en anticiper les mouvements. Il sentait les courants d'air qui signalaient une accalmie, il percevait les zones où l'oxygène était plus présent, il entendait le craquement spécifique d'un arbre sur le point de céder. Sa survie n'était pas une chance, c'était une science. Sa peur du loup s'était transformée en un respect et une admiration sans bornes. Il n'était plus un animal dangereux qu'elle avait libéré, il était leur alpha, leur chef de meute, leur seul espoir. Léo, accroché à sa jambe, ne pleurait plus. Il observait le loup avec une sorte de fascination, une confiance totale et primitive que seul un enfant peut accorder. Il trébuchait, tombait, mais se relevait toujours, ses petits yeux fixés sur leur guide silencieux. Il formait une meute improbable, une femme, un enfant et un loup, un fragment de vie traversant un monde de mort, lié par une confiance silencieuse et un but commun, survivre. À un moment, ils durent traverser une petite clairière où le feu avait été si intense qu'il ne restait plus rien que de la terre noircie et fumante. La chaleur qui montait du sol était insoutenable. Kaiser accéléra le pas, et Élise, portant maintenant Léo dans ses bras, dut puiser au plus profond de ses réserves pour le suivre. Elle sentait la semelle de ses chaussures commencer à fondre. Mais ils traversèrent. Et le sentier reprit de l'autre côté, les menant toujours plus profondément dans la forêt, toujours plus loin de la civilisation en ruine, et peut-être, espérait-elle, vers le salut. La fatigue n'était plus une sensation, mais un état d'être. Elle avait envahi chaque cellule du corps d'Élise, une lourdeur insidieuse qui ralentissait ses mouvements, brouillait ses pensées. Ses muscles, tétanisés par l'effort, n'étaient plus que douleur. Ses poumons, saturés de fumée, lui donnaient l'impression de respirer du verre pilé. La soif était devenue une torture lancinante, sa gorge et sa bouche aussi sèches que du papier de verre. Elle portait Léo, qui avait sombré dans un état de semi-conscience, son petit corps un poids inerte et terriblement précieux dans ses bras. L'espoir, qui l'avait animé jusqu'à présent, s'effritait, remplacé par une résignation lasse. Elle avançait comme un automate, un pas après l'autre, son esprit flottant dans un brouillard de souffrance et d'épuisement. Le monde autour d'elle perdait ses contours, les formes dansantes des flammes se muant en créatures monstrueuses dans sa vision périphérique. Elle était au bord de l'effondrement, prête à s'abandonner, à laisser le feu les prendre. C'est à cet instant de désespoir absolu que Kaiser s'arrêta. Il se figea au milieu du sentier, le corps entier tendu comme un arc, le museau pointé vers le ciel, ses naseaux palpitant frénétiquement. Il semblait goûter l'air, le disséquer, y chercher une information cruciale invisible pour les sens humains. Puis, il se tourna vers elle, et pour la première fois, elle vit une lueur distincte d'excitation dans ses yeux. Il laissa échapper un jappement court et impatient, un son qu'elle ne lui avait jamais entendu produire. Il se remit en route, son allure plus rapide, plus pressée. Ce changement de comportement fut l'étincelle qui ranima la flamme mourante de l'espoir d'Élise. Elle puisa au plus profond d'elle-même, dans des réserves de volonté qu'elle ne soupçonnait pas, pour trouver la force de le suivre. Le terrain commença à changer. La pente, qui avait été ascendante, s'inversa, les entraînant vers le bas dans une descente abrupte et rocailleuse. La végétation devint différente, les pins calcinés laissant place à des saules et des aulnes plus résistants au feu, leurs troncs noircis mais leurs branches supérieures portant encore quelques feuilles roussies. Et puis, elle sentit un changement dans l'air. Sous la chape de fumée, une note de fraîcheur, une odeur de terre humide, de mousse et de feuilles en décomposition. Et elle l'entendit. D'abord,
Elle crut à une hallucination, un produit de son cerveau en manque d'oxygène. Un chuchotement, si faible qu'il était presque imperceptible. Un murmure léger, intermittent. Puis il se fit plus clair, plus constant. Un glou-glou. Un clapotis. Le son de l'eau en mouvement. Ce son fut plus efficace que n'importe quel stimulant. L'adrénaline inonda son système, balayant la fatigue. Elle se mit presque à courir, dévalant la pente, glissant sur les rochers humides, s'écorchant les mains mais ne sentant rien, guidée par la musique de plus en plus forte de la vie. Kaiser l'attendait en bas. Il se tenait au bord d'une dépression géologique, une faille dans le paysage. Élise le rejoignit et son souffle se coupa. Devant eux, au fond d'un petit canyon aux parois rocheuses abruptes, coulait un ruisseau. Une rivière de vie, large de plusieurs mètres, dont l'eau claire et rapide scintillait même dans la lumière infernale. L'air y était frais, humide, merveilleusement respirable. C'était un sanctuaire creusé dans la terre, un refuge que le feu ne pouvait atteindre. C'était la fin du voyage. C'était le salut. L'entrée dans l'eau fut une renaissance. Élise descendit les derniers rochers avec une lenteur précautionneuse avant de poser un pied, puis l'autre, dans le courant glacé. Le choc fut brutal, mais bienfaisant. Il chassa la fièvre de sa peau, le brouillard de son esprit. Elle s'avança jusqu'à avoir de l'eau à la taille, tenant Léo au-dessus de la surface. Avec le PN de sa chemise, elle lava doucement le visage de l'enfant, enlevant les couches de suie et de larmes pour révéler sa peau pâle et ses taches de rousseur. Elle lui fit boire l'eau dans le creux de ses mains. Le garçon toussa, puis but avec avidité, la vie revenant dans ses yeux. Ensuite, ce fut son tour. Élise plongea son visage dans l'eau, buvant à longues goulées, sentant le liquide pur chasser le poison de ses poumons et apaiser le feu dans sa gorge. Ils se réfugièrent sur une petite plage de galets de l'autre côté, sous un surplomb rocheux qui formait un abri naturel. De là, le spectacle de l'incendie était à la fois terrifiant et distant. Le feu consumait la rive qu'ils venaient de quitter, une muraille de flammes qui se déchaînait en vain contre la barrière liquide qui les protégeait. Kaiser les avait rejoints. Après avoir bu longuement, il s'était secoué dans une gerbe d'eau spectaculaire, puis était venu s'allonger à une dizaine de mètres d'eux. Il ne dormait pas. Il veillait. Ses yeux dorés restaient ouverts, balayant les environs, attentifs au moindre son, au moindre changement. Dans cette enclave de paix surréelle, le temps sembla s'arrêter. La hiérarchie du monde s'était inversée. La gardienne de zoo, l'enfant perdu et le prédateur le plus dangereux partageaient un moment de trêve, unis par le désastre qu'ils avaient survécu ensemble. Élise regarda le loup. La peur avait complètement disparu, remplacée par une gratitude si immense et si profonde qu'elle en était douloureuse. Comment remercier une créature qui ne comprendrait jamais ses mots? Elle ne put que murmurer, encore et encore, sa voix rauque se perdant dans le murmure du ruisseau. « Merci !» Le loup la regarda, ses yeux d'or semblant contenir une compréhension qui dépassait le langage. Ils restèrent ainsi pendant des heures, une trinité improbable dans un monde en ruine. Léo, épuisé mais apaisé, s'endormit, sa tête reposant sur les genoux d'Élise. Elle le regarda dormir, caressant ses cheveux emmêlés, le cœur rempli d'une émotion intense. Quand les premières lueurs de l'aube commencèrent à filtrer à travers la fumée, peignant le ciel de teintes violacées et orangées, Kaiser se leva. Le danger immédiat était passé. Le feu, bien que toujours actif, avait perdu de sa fureur. La mission du loup était terminée. Il s'étira, un mouvement long et puissant, puis leur jeta un dernier regard, long et insondable. Ce n'était pas un adieu. C'était une constatation. Sa tâche était accomplie. Il se tourna et, avec une agilité silencieuse, escalada la paroi rocheuse et disparut dans la forêt épargnée, un esprit gris retournant à son royaume. Il ne se retourna pas. Élise serra Léo contre elle et attendit. Quand l'hélicoptère des secours les repéra enfin, des heures plus tard, ils trouvèrent une scène d'une tranquillité irréelle. Une femme et un enfant, endormis au bord d'une rivière, au milieu d'un monde de cendres, comme les seuls survivants d'une apocalypse, protégés par le souvenir d'un fantôme gris.